Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous invite y croire. Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 330. Aujourd'hui, on reste dans la cage à l'aube d'une soirée historique pour le MMA français. Lebou, Ayoub, Parnasse, Fiorot au programme, mais aussi Benoît Saint-Denis qui va disputer un combat décisif contre un adversaire booké à la dernière minute. Un retour très attendu pour BSD après 2 défaites d'affilée dans la cage de l'UFC. Et à mes côtés, pour en discuter aujourd'hui, le pilier du RMC Fighter Club, du podcast Au bord du ring et de la chaîne Baba Versus. Il est aussi coach de pied-point et de boxe anglais. Salut Baba. Salut les gars, écoute, prêt pour un week-end historique je crois. Week-end historique, ouais. auquel tu vas participer. Yes. Parce que tu seras au commentaire du KSW, au bord de la cage de la LDLC Arena et aux côtés de Anthony Sterpini qui est avec nous aussi dans le RMC Fighter Club. Ça va Anto ? Bah écoute, ça va super. Moi c'est ma première participation, je suis comme un gosse avec Baba, avec Charles. Moi, que demander de plus ? Ça fait plaisir. Nouveau costume, je crois, acheté pour le KSW. Exactement, ouais, nouveau costume. Bon, là, j'ai pas encore fait la coupe et la barbe, mais ça sera fait vendredi. Nouvelles chaussures. On est prêt. Normalement, on est prêt. On est bien habillé avec Baba. On sera au maximum. Vous êtes coordonnés. J'espère que ce sera magnifique et que les téléspectateurs sur RMC Sport auront l'occasion d'admirer vos outfits samedi soir du côté de Lyon. Ce week-end, l'une des plus grosses stars du MMA français est de retour dans l'octogone. Des aveux même de Benoît Saint-Denis, l'année 2024 a été difficile émotionnellement. 2 défaites contre Poirier et Moïcano qui ont laissé des traces, mais aussi qui ont reboosté BSD. En janvier dernier, il officialise le début de sa renaissance en annonçant une collaboration avec Nicolas Haute, désormais coach principal du Français. Un nouvel entourage qui devra l'aider à battre Kyle Prepolec, adversaire de dernière minute pour cette UFC 315, après la blessure de Joël Alvarez. À seulement 29 ans, le God of War peut encore viser les sommets. Il s'est remis dans le dur sur cette préparation et compte bien prouver au monde que les meilleures pages de son histoire restent à écrire. Il va continuer. Il n'y a plus rien. Il est fini. Benoît Saint-Denis. 12 victoires, 12 finalisations. Bienvenue dans le top 15. Le clan BSD en tout cas s'est envolé pour Montréal. On rappelle qu'on n'a plus vu le français quand même depuis sa défaite lors de l'UFC Paris. Sur le menton, ça peut suffire là par exemple. Là regarde, il prépare sa main. Il a tapé. Waouh. Ça peut suffire, on vous l'a dit. Oh là 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 là, incroyable. Une démonstration de Benoît Saint-Denis. On va voir aussi, on l'espère, sur cette carte à Montréal, les fruits aussi de cette nouvelle collaboration avec Nicolas Haute, voir si ça peut porter ses fruits déjà. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre plus techniquement, on va dire, du côté de Kyle Prepolec? On lui demande des coudes dans son coin. C'est terminé pour Benoît Saint-Denis. Oh c'est fou. Par KO de premier. Weighing in at 156 pounds, fighting out of Paris, France, Benoît, God of War, Saint-Denis. UFC 315, Shevchenko contre Fiorot pour la ceinture des moins de 77 kg. Elle était avec nous la semaine dernière, Manon Fiorot, pour un épisode que vous pouvez encore retrouver. On va l'évoquer tout à l'heure. Et puis le reste de la carte aussi dont on va parler. Mais d'abord, Benoît Saint-Denis, Benoît Saint-Denis, comme on l'a entendu dans cette prod de Flavien Ziolkowski. Bon, c'était une prépa dédiée à Joël Alvarez pour finalement affronter le short notice canadien Kyle Prepolec. On va en parler avec Romain Pougeot, qui est lui à Montréal. Il est du côté du Canada. Romain, ça va? Tu nous entends? Salut les gars, ouais, je vous entends super bien. Bon, au top Romain, au top. Reporter RMC Sport, qui vous voyez sur beaucoup de contenu et beaucoup de films RMC Sport notamment. Romain qui suit les combattants français et les autres combattants pendant cette Fight Week du côté de Montréal. Romain, juste qu'on voulait savoir avec toi, il est très tôt d'ailleurs, hein. Je sais que pour nous, on est en milieu d'après-midi. Pour toi, tu t'es réveillé un petit peu tôt pour nous parler. Alors merci encore à toi. Décalage. Voilà, petit décalage horaire, mais bon, t'es encore un petit peu en heure française, je crois. Ouais. Romain, raconte-nous juste un petit peu en interne comment ça s'est passé. Joël Alvarez, c'était l'adversaire prévu pour Benoît Saint-Denis. Finalement, ils sont allés chercher un Canadien que c'est vrai le grand public ne connaît pas forcément, un vétéran de l'UFC qui est à l'UFC en 2019, qui a compté 2 défaites avant de quitter l'organisation. Comment ça s'est fait en interne et dans les coulisses, ce changement d'adversaire?
Écoutez, en tout cas, sur le clan BSD, une chose était sûre, c'est qu'il fallait combattre à tout prix. Ils sont quand même partis au Canada, sachant que le forfait d'Alvarez venait à peine d'être officialisé. Et dès le forfait officialisé, Guillaume Pelletier, le manager de Benoît Saint-Denis, avait une mission, c'est de trouver un adversaire à tout prix. Benoît a fait une énorme préparation, tu l'as rappelé, avec un nouveau clan, avec un nouveau général qui est Nicolas Hoth, et il voulait à tout prix tester comment la préparation s'était passée et tester en combat l'entraînement qu'il avait pu produire. Donc il fallait trouver un adversaire, mais pas n'importe quel adversaire non plus. Il y a eu la rumeur à un moment donné, Gamrot, nous quand on est arrivé sur le sol de Montréal, c'était lundi, on a vu Gamrot tweeter en disant oui, Benoît m'a refusé, etc. Hier, Benoît Saint-Denis nous a confirmé qu'il n'avait refusé personne, qu'il n'y avait aucune négociation avec Gamrot. Et finalement, 4 adversaires canadiens ont été proposés à Guillaume Pelletier. Et ils avaient le choix entre 4 Canadiens, dont un vétéran de l'UFC. Et le clan de Benoît Saint-Denis a choisi Prepolec. Les gars, juste une réaction par rapport à ça. Il y avait plusieurs adversaires qui étaient sur la table. Finalement, c'est Prepolec qui a été choisi. Alors, finalement, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec Gamrot, avec Rebecki, avec les combattants polonais qui ont call out eux-mêmes Benoît Saint-Denis. C'est une solution qui, là, pour l'instant, vous satisfait, ce combat contre quel Prepolec ? Bah écoute, il fallait un combat. Moi, je me mets dans les pompes de BSD et de son équipe. Il y a une grosse préparation de fête, il y a un besoin de retrouver de la confiance après 2 défaites. Reporter un combat après une telle préparation, c'est presque pire que de perdre. Ça met un gros coup au moral, tu vois, d'avoir engagé tous ces moyens-là. On sait que BSD est proche de sa famille, que c'est dur pour lui de laisser sa petite, etc. Donc voilà, je pense que la priorité, elle était là. Maintenant, moi, je vais te livrer mon sentiment, que ce soit Pierre-Paul ou Jacques derrière. C'est pas hyper. Je savais que ce serait pas un top à partir de là. Voilà. Je croyais pas du tout en un Gamrot, etc. Moi, par rapport à ça, de ce que j'ai pu recouper, c'est que ces gars-là, ils voulaient peut-être pas combattre sur cette carte-là. Ça les intéressait de faire un fight night dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Et là, je suis désolé, mais c'est BSD qui décide. S'il veut combattre sur cet event-là, il combat sur cet event-là. Et c'est pas une histoire d'avoir esquivé quelqu'un. En tout cas, c'est pas ma lecture. Et d'ailleurs, ça a même dit, ça a été dit par Nicolas Hoth, notamment chez nos confrères de Fight Minds. C'est eux qui ont choisi le combat. Il y avait une liste. Et c'est eux qui ont dit, moi je veux lui. Donc c'est Prepolec qui a été choisi par Hoth, par Guillaume Pelletier et par Benoît Saint-Denis. Ouais, mais c'est un bon choix. Après, à voir comment les négociations se sont faites, mais normalement, avec le short notice, Benoît Saint-Denis garde le même salaire. Donc quoi qu'il arrive, qu'il a affronté Joël Alvarez ou qu'il affronte Prepolec, c'est le même salaire. C'est un adversaire peut-être moins ronflant, moins intéressant pour le public, mais on peut se remettre bien pour un adversaire comme ça, et potentiellement il est peut-être moins fort qu'Alvarez, et BSD, je dirais qu'il a plus de chances d'avoir une performance of the night. Peut-être un finish premier round, un finish 2e ou 3e round. Donc c'est 50 000 en plus. Le choix est intelligent. Il peut relancer sa dynamique. Et aussi, comme tu l'as bien précisé, nouvelle équipe, nouveau coach. On a besoin de confiance. Et rien de mieux qu'une victoire avec Nicolas Hoth, avec le short notice pour commencer sur de bons rails un nouveau run vers le titre des moins de 70 kilos. Romain, tu les as bien vus hier, Nicolas Hoth, Benoît Saint-Denis, justement, comment tu les as sentis quand tu les as interrogés avec Thomas Desson aussi hier soir? C'est quoi leur état d'esprit? C'est justement, on a choisi ce combat, alors maintenant on se pose même plus de questions, on fait pas attention à qui est en face, on va faire ce combat comme on avait prévu de le faire? Ouais, tout à fait. Moi j'ai senti Benoît Saint-Denis en mission là. Vous vous souvenez, il est de retour en mission. Ouais, vous vous souvenez de ces combats contre Bonfim, contre Frévola. J'ai trouvé la même attitude. Là, il est arrivé en salle de presse, il était vraiment déterminé, il était même à l'aise, toujours un petit peu le masque à la Benoît Saint-Denis. C'est pas lui qui va rigoler aux vannes, etc. Mais il est en mission, j'ai trouvé beaucoup plus affûté. Vous vous souvenez, à Miami, il avait eu du mal à faire le poids contre Poirier à cause notamment du staphylocoque. Là, il était plutôt affûté. Alors, il avait le visage marqué. Il nous a dit que ça a été une préparation difficile avec des sparring difficiles et qu'il voulait ça pour avoir un combat, entre guillemets, plus facile. Et après, j'ai trouvé Nicolas Hoth vraiment en tant que général. Il avait cette habitude avant avec Daniel Warin. Daniel, il a une autre attitude. C'était lui le boss, mais Daniel, il rigolait beaucoup. Il essayait de détendre Benoît. Là, aujourd'hui, Nicolas, je l'ai vu hier à l'entraînement. J'ai pu assister à l'entraînement hier.
il donne des ordres. Il est là, il donne des ordres et autour de Benoît en retrait, il y a toujours son équipe avec Christophe Savoca, le coach au sol, il y a son kiné, il y a son coach de striking, mais ils n'interviennent plus trop. Aujourd'hui, c'est Nicolas qui est là, qui donne les consignes, qui ordonne même à Benoît de faire des choses et je pense que c'est ce que Benoît, il lui manquait ça en fait. Aujourd'hui, il a retrouvé quelque chose. Sans te prononcer, parce que tu avais aussi suivi Benoît à l'époque de Daniel Warren, je te demande pas évidemment de dire ce qui est mieux, mais c'est quoi les changements vraiment précis que tu sens dans la préparation, dans les entraînements, dans la manière d'aborder tout ça pour Benoît avec cette nouvelle équipe et par rapport à ce qu'il avait avant? En fait, comme je te disais, Nicolas Hoth, j'ai trouvé un petit peu en tant que général, en fait. Okay, Daniel, il était là un peu à déconner, mais dans son style. Hein. Après, il était très sérieux dans l'entraînement, etc. Mais aujourd'hui, Nicolas, il ordonne, en fait. C'est ça. Et que Benoît, il exécute. Et c'est ce qu'il cherchait, je pense. C'est ce qu'il cherchait, un général en chef, à l'image de l'armée. Hein. Benoît, il a été militaire. Hein. Il a l'habitude de répondre aux ordres, etc. Et on voit que Nicolas, même avec son regard, voilà, c'est de la détermination. C'est une mission rédemption aujourd'hui. Mission rédemption pour Benoît Saint-Denis avec sa nouvelle équipe autour de Nicolas Hoth. Merci Romain, merci beaucoup. Je crois que tu as un peu de boulot aujourd'hui à Montréal. Ouais, un petit peu. Là, tu vas rencontrer Christian Billy, je crois, c'est ça? Exactement, Christian Billy, Moreno Fendero. On en profite pour faire du contenu pour RMC Sport. Christian Billy qui sera sur notre antenne pour un ceinture WEC intérim le 27 juin prochain. Exact. Un rendez-vous. Il mérite sa carte de presse, Romain Pougeot. Il est moins de 8 heures à Montréal. Il est avec nous. Il va aller voir Christian Mbili et je pense que la journée va être très très longue jusqu'à samedi soir en tout cas. Merci mon Romain. Bon courage et bon courage, merci les gars. Force Romain, bientôt. On se voit très vite à Montréal. Ouais. Salut, allez, courage. Salut les gars. Ciao Romain. Merci. Intéressant à ce qu'il dit Romain, notamment par rapport à ce qu'il a pu constater de ce qu'on connaissait de Benoît avec Daniel Warren, ce qu'il voit maintenant avec Nicolas Hoth. Ce côté guerrier, c'est vrai que God of War, bon, c'est le surnom de Benoît Saint-Denis, il a son passif dans les forces spéciales, donc tout ça, ça faisait partie de son histoire, mais là, de sentir les gars qui sont en inside avec lui, retrouver ce côté-là guerrier que peut-être ils avaient un tout petit peu perdu sur les derniers combats, ça fait du bien quand même. Ouais, bien sûr. Bah là, il est dans sa meilleure configuration possible. Et c'est une configuration qu'il avait avec Daniel, hein, même si le style de management est différent. C'est une config qu'il avait avec Daniel, à savoir être drivé par quelqu'un à 100%. Donc lui, il pouvait que se focus sur sa performance. Il a dit lui-même que sur son dernier combat, il était à moitié coach pour lui-même et puis combattant un peu. Tu perds de l'influx, tu perds beaucoup de choses. Là, il est juste combattant, il est juste concentré sur ce qu'il doit faire ce week-end. Et puis ensuite, Anthony l'a rappelé à juste titre, le choix de cet adversaire va permettre aussi de valider un petit peu cette nouvelle équipe, ce nouveau mode de fonctionnement. Et il faut quelque chose comme ça. Encore une fois, avoir repoussé ça aurait été peut-être compliqué pour lui, vu tout ce qu'il a investi mentalement. Peut-être que ça aurait été trop compliqué pour lui de repousser. Trop compliqué, et c'est vrai que, ouais, il l'a dit en fait, ils étaient encore en France quand ils apprennent que Joël Alvarez est out. Ils étaient à quelques heures de leur vol. Ils se sont posé la question forcément parce qu'il y a tous les cas de figure qui s'offraient à eux. Finalement, ils ont voulu partir. Et ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit dans lequel est Nicolas Hoth et Benoît Saint-Denis. Exactement, mais en plus c'est au moment où l'info commence un peu à fuiter sur les réseaux sociaux, Nicolas Hoth fait une session questions-réponses sur Instagram, vraiment pour vraiment répondre, les gars, moi, en tout cas je pars à Montréal, Benoît Saint-Denis l'avait confirmé tout de suite avec une vidéo sur X, je pars aussi à Montréal, mon trailer il est fait, je vais combattre à Montréal, vous inquiétez pas, et puis l'UFC lui ont trouvé un combattant assez rapidement, ça montre aussi que l'UFC veulent de Benoît Saint-Denis sur la carte. Bien sûr. Et à ce que je sache, peut-être vous avez des infos, mais Benoît Saint-Denis est toujours en main card. Il est toujours en main card. Ouais, donc, il est toujours prévu en premier combat de main card. C'était une interrogation, t'as raison. Non, mais ils veulent qu'il combatte. Ouais, c'est ça. Ça, c'est intéressant aussi à analyser. Parce que on a vu des combats comme ça qui avec un des adversaires sur un gros combat comme ça en main card qui saute à une semaine, finalement on reporte le combat, on attend qu'il se rétablisse, surtout que c'est pas une énorme blessure qu'il a a priori Joël Alvarez, donc il aurait pu se rétablir en quelques semaines, mais là le message il est très clair de la part de l'UFC, quoi qu'il arrive, quel que soit l'adversaire qu'on va te mettre en face, Benoît c'est toi qu'on voulait sur la main card. Ouais, c'est le nom, Benoît il a un nom maintenant qu'il est établi au sein de l'UFC et aussi de façon internationale, là c'est une carte francophone, hein, on va pas, c'est à Montréal quand même.
même. Il y a déjà Manon, il fallait qu'il y ait Benoît aussi sur la carte. C'est important aussi pour pouvoir avoir dans le public des personnes qui seront au soutien de Benoît. Donc pour l'UFC, c'est encore plus important. Enfin, c'est encore plus important. En tout cas, c'est aussi important que pour Benoît, dans le sens, il faut Benoît Saint-Denis sur la carte. La personne qui est en face, ça c'est presque secondaire, mais il faut quelqu'un. Il y avait plusieurs options. Romain l'a évoqué tout à l'heure. On a parlé aussi des deux Polonais qui avaient call out Benoît Saint-Denis, Mateusz Rebecki, Mateusz Gamrot. Justement, Benoît Saint-Denis, il était au micro de Thomas Desson et de Romain Pougeot hier soir. C'était sur RMC Sport. Mateusz Gamrot dit que le Français a refusé de l'affronter. Benoît, lui, il n'est pas exactement de cet avis-là. Moi j'ai refusé personne. Bien sûr que si on nous avait donné des mecs ultra bien classés, on les aurait pris. Si tu veux un combat dans 2-3 semaines, moi c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas un Gamrot avec son taux de finish à 0% qui me faisait peur. Donc il y a justement cette donnée. Il dit moi je veux combattre ce week-end. On en parlait tout à l'heure Anto. Toi, tu l'analyses un petit peu autrement, ce call-out de Mateusz Gamrot, parce qu'il aurait eu peut-être plus d'avantages et plus de facilité à combattre un Benoît Saint-Denis dans une cage plus petite à l'Apex et avec un visa aux États-Unis qu'il a déjà sûrement, contrairement à un visa au Canada qu'il n'a peut-être pas encore. Ouais, c'est exactement ça. Comme ça, en tout cas, que je l'analyse, c'est Mateusz Gamrot, il ne voulait pas le combattre à Montréal. Ça ne l'intéressait pas. Il est déjà prévu contre Ludovic Klein, mais il aime ça, prendre les short notice Gamrot. Mais il a pris un short notice en Australie à Perth, il perd contre Dan Hooker, il a failli perdre contre Jalil Turner aussi la semaine où il prend le short notice. Il dit moi je veux plus prendre la short notice de une semaine. Au pire on fait la semaine prochaine. L'Apex, comme tu l'as dit, cage plus petite, qui lui l'intéresse vraiment. Si Benoît, et lui c'est pas dans son intérêt que Benoît se déplace. Il veut le coller et l'emmener au sol et faire comme a pu faire Moïcano, emmener Benoît au sol et jouer avec lui au sol si c'est possible. Donc il avait aucun intérêt à prendre Benoît à Montréal, mais comme BSD l'a très bien dit, je suis arrivé à Montréal, c'est pour combattre à Montréal, peu importe qui, je combattrai à Montréal, pas la semaine prochaine, pas dans 2 semaines. Et dans la même interview, il dit qu'est-ce qui me dit que le combat va quand même avoir lieu. Ça se trouve, on va dire, ok, dans 2 semaines, allez, je prends Gamrot, mais personne ne dit que Gamrot sera prêt dans 2 semaines. Il peut se blesser aussi cette semaine. Non, lui, il veut absolument combattre à Montréal et c'est ce qu'il fera ce week-end. Il y avait plus à gagner ou il y avait plus à perdre pour Benoît d'accepter un combat contre Gamrot qui est top 10 de sa caté? Il y avait plus à perdre et je parle même pas du point de vue sportif, je veux même pas aller jusque là en fait. C'est que Gamrot, intelligemment ou pas intelligemment, il essaye un petit peu de rentrer dans la tête des gens en disant vous avez vu, j'ai proposé, il m'a refusé, mais tu donnes pas tous les détails. Comme les détails que vous venez de donner, ils sont super importants. Et là, tu peux, si t'es du côté de Benoît Saint-Denis et de son équipe, tu peux pas dire oui parce que ça ne sert pas du tout tes intérêts, tout simplement. Donc moi, il y a quelque chose que Benoît dit j'étais devant ma télé, comme tout le monde hier soir à regarder l'interview et tu la ressens la détermination déjà qui est différente au travers de l'interview, à la fois la sérénité et la détermination. Je suis d'accord avec toi. C'était les deux choses. Et quand il répond à cette question-là, il se redresse sur son siège en mode attends, je vais rétablir 2-3 vérités ici. Et pour moi, c'est important de bien comprendre que s'il y avait un top 5 qui avait dit mais moi je le prends Benoît à Montréal, est-ce que quelqu'un sain d'esprit penserait que Benoît dirait non? Jamais. À un moment, faut quand même pas, tu vois, on n'est pas dans sa tête, je veux bien, quand même. Si c'est un top 5 lightweight qui dit moi je le prends, je suis là, je suis prêt, je suis au poids, Benoît va dire Après, il y a aussi Nicolas Haute qui dit un mec comme Gamrot, on le prépare pas en 4 jours. Il faut aussi il faut un vrai camp d'entraînement. Il faut se préparer techniquement, mentalement à tout ça. Il y a pas non plus ils essayent pas de surévaluer la décision prise par Benoît, par l'entourage, etc. Ils disent concrètement, on a tout évalué. Gamrot, il n'y avait pas possibilité de le combattre. En gros, c'est ce qu'ils disent. Sinon, ça aurait été accepté. Donc, en tout cas, pas à Montréal. Et puis, comme tu as dit, Gamrot, c'est différent parce que Gamrot, c'est un numéro 7, si je dis pas de bêtises. 7, ouais. Numéro 7. Qui est dangereux, mais c'est pas un top 5, tu prends le risque, un short notice, parce que c'est un top 5, et si tu le bats, de facto, t'exploses en termes de ranking. Gamrot, si tu le prends en short notice et que tu le bats en laissant ton bras, en te pétant la cheville, je ne sais pas quoi d'autre, et que t'es sur le carreau pendant 8 mois, voire 1 an, parce que tu te fais des croisés, on va dire, je te donne le pire scénario là, et puis, tu l'auras battu, c'est cool, mais tu vois tout ce que tu perds derrière. Et puis ce que disait Anto tout à l'heure, dans la réflexion globale que tu prends aussi avec un manager, où le manager il doit aussi penser à la bourse, à ce que tu vas. Exactement. T'as finalement la bourse qui reste, t'as la possibilité peut-être de pouvoir faire une grosse perf of the night, puisque t'as un adversaire qui sur le papier va pouvoir te permettre de briller un peu plus qu'un Mateusz Gamrot qui va un peu plus fermer le jeu et où ça va être plus dur de briller, de s'exprimer à la façon dont Benoît aime le faire. Donc dans tous les aspects du game, en fait, c'est assez logique comme décision. Évidemment, et Anthony, je pense qu'il pourra
rebondir là-dessus, mais on nous rappelle suffisamment souvent, par exemple en prenant le cas de Taylor et compagnie, que c'est un business, que certes c'est un sport, mais que c'est avant tout un business et qu'il faut faire des décisions business. Ouais. Non mais c'est tout à fait logique, c'est pour ça que le choix, ça a dû être fait par le manager Guillaume Pelletier, il est très intelligent. Et là, on peut rajouter, garder le même salaire, on combat un adversaire potentiellement moins fort, mais dangereux quand même, parce que Benoît Saint-Denis prend énormément de risques. Là, il y a beaucoup à perdre. Prépolek, il est 200e mondial. Hein. Il est pas dans le top 100, il est pas dans le top 50. Prépolek, 35 ans, 18 victoires, 8 défaites. Là, on va reparler. Je te laisse terminer, après on va aller un petit peu plus sur Prépolek. Mais c'est exactement ça, donc le choix est assez intelligent. Et puis, là, il a été call-out par Mateusz Rebecki, mais il a été call-out par Gamrot. BSD gagne le combat magnifiquement. Il y a un call-out facile. Après le combat, Gamrot t'a parlé, bat Ludovic Klein. Et après, on se retrouve à Paris. D'autant plus s'il bat Ludovic Klein, il restera à peu près à sa place vu que Klein est moins bien classé. Voilà. Et du coup, ça pourrait permettre, si ce scénario se confirme, même si Benoît, on va l'écouter tout à l'heure, n'aime pas trop parler du futur, mais en tout cas, ça fait partie des options possibles avec un potentiel UFC Paris qui arrive en septembre. On va parler de Prépolek justement. D'ailleurs, c'est vrai que tout à l'heure, moi, je l'avoue, c'est un combattant que je ne connaissais pas avant qu'il sorte sur cette affiche contre Benoît Saint-Denis. Je l'appelais Propelek tout à l'heure dans l'intro. En tout cas, ça s'est fait assez rapidement. Il devait affronter un combattant qui s'appelle Michael Dufort dans une organisation qui s'appelle Samouraï FC. Finalement, ils ne s'affronteront pas, étant donné que Prépolek a accepté ce combat contre Benoît Saint-Denis. Dufort était lui aussi pressenti pour pourquoi pas aller prendre ce combat contre Benoît Saint-Denis, sauf que la grande différence, c'est que Dufort reste sur 2 défaites d'affilée. Prépolek, lui, il est sur 3 victoires d'affilée, dont 3 au premier round. C'est assez énorme comme bilan, et ça, forcément, on connaît le business de l'UFC aussi, Baba. Tu prends un mec qui reste sur 2 défaites ou un mec qui reste sur 3 victoires au premier round, on peut se douter que c'est ce qui a fait trancher l'UFC à ce moment-là. Ça aurait été difficile en gardant Benoît sur la main card, de vendre au public et à tout le monde. Tu vois, les vidéos de présentation que tu fais pendant la main card, ça serait pas sympa. Quoi, le mec qui vient de 2 défaites. Là, t'as un mec qui reste sur 3 victoires au premier round. Maintenant, je porterai la toute petite nuance qu'il combat qu'une fois par an depuis grosso modo 3 ans. 5 combats depuis qu'il est sorti à l'UFC. Voilà, c'est ça. Donc après, apparemment, ça lui fait du bien. Donc c'est un bon choix de carrière. Mais c'est sûr qu'à choisir entre les deux, c'était le meilleur choix. Et la grande différence, c'est aussi qu'il était prêt à combattre à 70, puisque ce combat au Samouraï allait se faire en moins de 70 kilos. Oui, il allait se faire au moins de 70 kilos. En plus, c'était le 9 mai, c'était vraiment la veille, donc il est prêt. C'est un short notice parce qu'il change d'adversaire, mais physiquement, ça reste le même. Il sera prêt, c'est pas un combattant qui était hors camp et qui se prépare à un combat en une semaine. Là, il est prêt physiquement. Puis je rajouterais aussi que faut faire quand même attention à ces short notice. Il y a quelqu'un sur la carte qu'on va parler après, Jack de la Maddalena, qui avait pris ce genre de short notice contre Hafez et qui a fait une décision partagée. C'est très très compliqué d'analyser un adversaire en 6 jours. Et aussi, là, peut-être ça peut rajouter un highlight à BSD si tout se passe bien évidemment. Il n'a jamais été mis KO, Prépolek. Jamais été mis KO, ça c'est le genre de défi que normalement BSD aime bien avoir en face de lui. Prépolek, il avait donc intégré l'UFC en short notice déjà à l'époque. 2 combats, 2 défaites, c'était quand même contre des noms. Il y avait Nordin Taleb et Austin Hubbard. 2 fois la décision, ce qui confirme justement le fait qu'il ne se fasse pas mettre KO. Alors, tu as évoqué le manque d'activité. Pour toi, à quoi tu t'attends de Prépolek sur ce combat-là? 5 combats seulement depuis qu'il est sorti de l'UFC en 2019. Pourtant, c'est quand même un grand professionnel. On parle d'organisation, on va dire régionale, dans lesquelles il combat aujourd'hui au Canada, mais ça reste un pro qui arrivera évidemment hyper prêt le jour du combat contre Benoît Saint-Denis. Bien sûr, c'est un combattant qui a 35 ans maintenant, donc il arrivait en fin de carrière. C'est peut-être aussi pour ces raisons-là qu'il a combattu moins régulièrement. Donc ça pose toujours la question de l'activité. Son dernier combat, c'était il y a 1 an. Maintenant, j'imagine que c'est quelqu'un qui s'entraîne suffisamment régulièrement pour pouvoir être prêt à ce moment-là. Il prépare un combat, donc il sera prêt, ça c'est sûr. Son expérience récente, elle est plutôt intéressante parce que, vous l'avez dit, il s'est jamais fait mettre KO et pourtant, sa dernière défaite, c'est contre un vrai striker. Shane Campbell, moi c'est quelqu'un que je connais, c'est un kickboxer qui a combattu au Glory notamment. Donc c'est un combattant en plus qui était réputé pour frapper quand même plutôt fort, qui avait un style assez atypique et qui frappait fort. Donc
Moi, ça me dit en tout cas que c'est quelqu'un de résistant. Son palmarès, c'est ce qu'il me dit en tout cas sur le papier et les noms qu'il a affrontés. Parce que Taleb aussi, c'est pas n'importe qui, même si c'était il y a quelques années maintenant. Donc pour moi, il sera prêt. Maintenant, on peut pas se mentir non plus. Il est en dessous, lui aussi, il le sait et il est condamné à l'exploit. Là, samedi, on peut pas dire autre chose. Mais justement, comment tu prépares du coup un combat contre un mec qui a rien à perdre ? Il est condamné à l'exploit. S'il perd, c'est tout à fait normal. Ouais. Peut-être que même s'il livre un beau combat, il pourra réavoir une chance derrière de faire d'autres fights à l'UFC. S'il gagne, là c'est jackpot. Est-ce qu'il intégrerait le top 15 si Benoît Saint-Denis, on en parlait aussi tout à l'heure avec Anto, je sais pas ton avis là-dessus, mais voilà, comment tu fais pour préparer un combat face à un mec qui n'a rien à perdre? Prépolek n'a rien à perdre sur ce fight. Je te dirais une chose qui est simple, juste pour finir sur Prépolek, lui, tout est jackpot pour lui sur cette situation-là. Il se retrouve à combattre à l'UFC chez lui, devant son public. Main card de l'UFC devant son public, contre un nom populaire francophone. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il peut aussi être connu chez nous. Tu vois, je dis pas qu'on est le centre du monde, je te dis simplement que c'est quand même pas mal. Mais ça y est, le nom est connu chez nous. Voilà. Le nom, il est connu à partir d'un combat comme ça, s'il veut faire des moves en Europe, demain il veut aller à Arès, il veut aller Hexagone, c'est bon, le nom est là en Europe en tout cas. Donc lui, c'est déjà tout gagné pour lui. Et pour répondre à ta question, comment tu prépares un mec qui n'a rien à perdre, la réponse, à mon sens, en tant que coach, elle est plutôt simple. Tu prépares surtout pas contre Prépolek. Benoît, il se prépare contre lui-même. C'est ça. Faut pas penser à Prépolek, il est important, il sera dans la cage. Mais là, Benoît, c'est important de se concentrer sur ce que lui sait faire, sur ses qualités. T'as de la data un peu sur le gars, mais t'as pas eu suffisamment de préparation, donc on va pas se dire qu'en une semaine, il va établir un game plan spécifique contre Prépolek. Non, c'est Benoît qui va devoir s'imposer. On sait ce que ça veut dire, le Benoît qui s'impose. Il prend le centre de la cage, il met la pression, il distribue. Et c'est ce Benoît-là que tu t'attends à voir à nouveau, même depuis sa collab avec Nicolas Haute? Ouais, bien sûr, parce que tu vas pas enlever l'ADN du fighter. Alors non, impossible. Benoît, ça restera toujours Benoît. Maintenant, Nicolas, il est capable et il est suffisamment compétent pour ajouter certaines choses qui vont permettre à Benoît des fois d'être un peu plus mesuré dans son approche, mais c'est un peu plus mesuré. Tu peux pas retirer ce qui fait l'ADN de Benoît parce que sinon tu vas le transformer complètement. On l'a pu le voir dans d'autres sports, mais ça peut être compliqué. Il faut. On a vu Munguia contre Souras qui a fait un combat très calme, voilà, qui n'est pas du tout Munguia, tu vois. Donc ça lui a permis de gagner, certes, mais si tu lui demandes, je suis sûr qu'il n'est pas satisfait à 100%. Donc pour revenir sur Benoît Saint-Denis, non, moi je m'attends à retrouver le Benoît qu'on a connu, mais simplement il va faire des choix un peu plus mesurés, on va dire, dans la cage. Tu penses comme Baba aussi, Nicolas en a parlé aussi, il me semble. Il a dit en gros, on va pas tellement se préparer par rapport à l'adversaire, et c'est même un petit peu l'axe qui avait été pris dans la prépa contre Joël Alvarez, mais on va se concentrer sur Benoît. Ouais. C'est ça aussi que tu penses, c'est la clé de la renaissance de Benoît Saint-Denis après ces 2 défaites? Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties entre temps parce que Benoît Saint-Denis a pris encore plus de visibilité avec la team Nicolas Haute parce qu'il est quand même une team très fournie, et on l'a vu s'entraîner avec Nassourdine Imavov, et là je parle au coach Baba, j'ai vu un Benoît Saint-Denis avec une meilleure responsabilité défensive. Après c'est des sparring, ça reste des briefs vidéo de 30-40 secondes, peut-être 1 minute, avec plus de responsabilité défensive debout, et aussi avec ce jeu de la main avant pour gêner la distance et le jab, comme peut faire Nassourdine depuis qu'il est avec Nicolas Haute. Est-ce que ce genre de technique, on peut les apprendre très rapidement? Bon, tout simplement, là, parce que ça fait combien de temps? Ça fait moins d'1 an qu'ils sont ensemble. Ce genre de tips peut rentrer dans... Oui, c'est un style que tu vas pouvoir acquérir rapidement à l'entraînement parce que tu vas l'acquérir déjà en faisant beaucoup de drill, ce que Manon n'aime pas, nous avait expliqué la dernière fois. Mais c'est important de le driller, ça, tu vois, à la patte. Et puis ensuite, sur le sparring, quand tu es en sparring, à l'entraînement, forcément, tu vas rajouter des thèmes au sparring. Et donc, ça va te permettre de travailler dans ce thème-là. Ça va être important, le contrôle du bras avant, parce que Benoît est gaucher, tout simplement. Il utilise beaucoup sa jambe arrière. Il a besoin de garder une certaine distance pour pouvoir travailler efficacement. Et il s'est préparé pour un droitier, et là, il va affronter un autre gaucher. Il va affronter un gaucher. Mais comme je dis toujours, ça fonctionne toujours bien, la jambe arrière. C'est juste que tu auras la jambe avant qui est devant toi. C'est peut-être mieux si tu veux travailler en low kick. Même si Benoît, c'est pas connu pour être le plus gros low kicker qui existe. Il envoie plus des middle que des low kicks, parce que la garde est opposée, ça fonctionne bien. Là, il aura la jambe avant devant lui, ça pourrait être intéressant pour lui. Ce contrôle aussi du bras avant, ça va être important face à un combattant qui a l'habitude d'affronter des strikers. Il a cette habitude-là. Il ne sera pas surpris parce que Benoît ramène sur la table. La question, c'est est-ce qu'il sera capable de l'encaisser? Ça, on verra samedi. Est-ce que vous pensez que tu parlais de responsabilité défensive que tu as senti plus présente là, dans ces sparring, mais est-ce que finalement, à vouloir un petit peu dénaturer le jeu qui a fait que Benoît Saint-Denis a été Benoît Saint-Denis, c'est pas trop risqué pour un combattant comme lui?
ça peut être risqué. De toute façon, il l'a très bien dit, Nicolas Haute, on ne peut pas changer un combattant comme ça. Et c'est ce que confirme Baba, lui aussi en tant que coach. Bien sûr, mais il ne l'a pas dit pour juste Benoît Saint-Denis, il l'a aussi dit pour Nassourdine, avec son style très escrimeur. Il disait, mais je ne vais pas changer Nassourdine. Il est ce qu'il est. Ça fait 15 ans qu'il s'entraîne comme ça. C'est pas moi, j'arrive et je vais changer le combattant, ça va devenir un lutteur magnifique. Donc on peut changer quelque chose, changer, comme dit, avec des sparring à thème, changer avec un game plan plus établi. Mais là, Benoît Saint-Denis, avec l'intelligence qu'a pu ramener Nicolas Haute sur Nassourdine, pourquoi pas un nouveau Benoît Saint-Denis? Et c'est une question aussi que je voulais poser à Baba. Là, il prend un short notice, Benoît Saint-Denis. Il y a Kamaru Usman qui disait, au moment d'affronter Masvidal en short notice, il disait, quand un combattant arrive en short notice, la seule chose qu'il fait, c'est ce qu'il sait faire le mieux. Ouais. Donc, pour battre quelqu'un en short notice, analyser ce qu'il fait le plus et jouer là-dessus. Est-ce que Nicolas Haute va travailler comme ça? Je pense que oui, mais plus avoir ton avis là-dessus. Nicolas Haute, c'est quelqu'un qui est très analytique, de toute façon. D'où ma question, voilà. Je refuse de croire que, même si, moi, comme je te le dis, c'est important de se concentrer sur ce que fait Benoît, sur ses points forts, il va quand même se dire, ce gars-là, voilà ce qu'il est capable de faire, voilà ce qu'il a fait sur ses derniers combats et qui a fait qu'il a gagné à chaque fois par KO au premier round ou par TKO. Donc il va falloir faire attention à ça. Maintenant, avec le donner suffisamment par rapport aux 2 jours qu'on a eu pour regarder, pour préparer cette émission, moi j'ai vu effectivement que debout c'était plutôt intéressant après Polek. Et Benoît, il est très très bon avec son sol. Donc je sais pas ce que Nicolas a prévu. Maintenant, si moi j'étais dans le camp, je sais ce que je prévoirais. Je pense que je me prendrais pas trop la tête en fait. Je garderais légèrement la distance parce que les combats commencent debout. Au début, il faut commencer à envoyer des gens pour pouvoir mettre quelque chose dans la tête. Mais je pense que je le ramène rapidement au sol et que je le finis rapidement. On parle de Benoît Saint-Denis qui a pris le dos de quasiment tout le monde à l'UFC, en dehors de Renato Moicano. Il est capable de prendre le dos de quasiment n'importe qui. Et avec une bonne préparation, pas rien du tout qui s'est mis en travers, je pense que s'il arrive à amener son adversaire au sol, ça va pas durer très longtemps. Il a aussi, Prépolek, il a aussi des aptitudes au clinch. Il a réussi 2 de ses 3 derniers KO grâce à des high kicks aussi. Donc sortie de clinch, high kick, ça nous rappelle le combat contre Frevola aussi pour Benoît Saint-Denis. Tu penses que du coup il va plutôt miser sa tactique pour essayer de l'amener au sol, là où il était pas loin de finaliser Dustin Poirier. Voilà, on sait que Benoît il est capable de grandes choses comme tu l'as dit. Donc tu penses que vraiment avec Nicolas c'est là-dessus qu'ils vont aller? J'ai presque envie de te dire j'espère, Charles. J'ai presque envie de te dire j'espère parce que si tu veux, on parle depuis tout à l'heure de travailler ses points forts et d'essayer de ramener le combattant. Ton combattant, t'essaies de faire en sorte que quand tu le mets dans un ring ou dans une cage, il soit le plus à l'aise possible, tu vois, et qu'il puisse imposer son jeu. Moi, j'ai déjà dit, ce que j'adore dans le combat, c'est pas de gagner par KO au premier round. C'est pas ce qui va me satisfaire. C'est de voir le boxeur imposer sa volonté, son style et sa volonté. C'est là où tu te dis, ok, on a fait 8 semaines de prépa. Et il a imposé tout ce qu'on voulait en fait. Là, tu rentres, t'es satisfait. Et moi, je pense, et j'ai toujours pensé que le point fort de Benoît, c'est sa capacité létale au sol. C'est ce que je trouve. Il est agressif, donc par nature, debout, ça va donner des trucs super importants. Mais par nature, il prendra toujours des coups debout. Contre n'importe qui, il prendra des coups. C'est son jeu. Et il y aura toujours un jeu. Alors qu'au sol, tu as l'impression qu'il le risque, il l'élimine presque. Alors, Moicano lui a pris la monte et il lui a fait beaucoup de dégâts, il n'y a pas de problème. Il n'a pas pu se sortir d'en bas. Moi, je parle de quand Benoît, lui est au top. Quand il est en position, en top position, je suis désolé, mais c'est très 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 difficile de lui résister. Donc c'est ce que je vois. Et on peut, tu vas nous dire si tu es d'accord ou pas, et on peut être certain que Nicolas Haute, lui aussi, alors en plus, quand tu as la chance de travailler avec Nicolas Haute, c'est comme si tu travaillais avec Johnny Frachet Haute, tu as aussi des sparring qui sont de très très grande qualité. On a même Michael Lebou qui nous a dit ici qu'il avait eu l'occasion de s'entraîner là-bas, que quand tu tournes avec un Nassourdine Imavov, c'est un autre monde carrément, et c'était les dires de Michael Lebou. Donc d'une, il a travaillé tout ça. De deux, Anto, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Baba? T'espères que ça va se passer au sol et que Benoît réussisse à imposer ce qu'il sait faire? Déjà, il essaie d'entraîner avec énormément de monde. Là, ils ont fait une photo, le Venom Training Camp. Ça fait peur. Il y avait Baki, il y avait Michael Lebou, Owen Jason, il y avait Nassourdine en plus. Vraiment une équipe de. C'est carrément, ayons pas peur des mots, l'une des meilleures équipes de MMA en France actuellement. Bon, pour pas dire d'Europe, vu le classement de Nassourdine. Après, pour parler avec Baba.
personnellement, moi c'est juste mon avis personnel, je veux pas que BSD gagne au bout de 30 secondes. Ouais. S'il gagne au bout de 30 secondes, on va dire quoi ? C'est normal, Prépolek il arrive en short notice, il l'a mis KO, c'est normal, il est 200e mondial. Ouais. Ce que j'ai envie de voir comme Baba, de le voir imposer et montrer qu'il va réussir à faire ce qu'il a envie de faire. Ne pas chercher à finir trop vite, on veut des réponses en fait. Est-ce que debout ça va mieux ? Est-ce que on a enlevé ce potentiel traumatisme des KO subis contre Poirier, contre Moïcano ? Pourquoi pas aller chercher, travailler un travail de sape, chercher un finish deuxième, voire troisième round, ou emmener au sol. Là, je vous suis totalement, mais on parlait tout à l'heure du business UFC. Les gars, si Benoît Saint-Denis il fait une décision unanime après 3 rounds contre Prépolek, qui a combattu 5 fois depuis 6 ans, vous voyez ce que je veux dire ? Les gens vont aussi être réaliste. Tout le monde va lui tomber dessus, bien sûr. Aussi être réaliste. Alors, dans ce cas-là, oui, si on veut un scénario parfait, pourquoi pas essayer de se dire un beau KO à la fin du 2e round, par exemple. Exactement. Ce serait avantageux pour tout le monde, avec une grosse domination et de la confiance engrangée pendant 10 minutes avant. Avec un round 18. Pourquoi pas ? Maintenant, là, si Nico et Benoît nous écoutent, ils vont se dire ces mecs-là sont insensés, parce qu'on veut juste gagner 10 secondes et rentrer chez nous. Et je les comprends tout à fait, sans aucun problème. Ouais. Maintenant, Antoine a dit quelque chose de super important, c'est il y a certaines réponses qui sont attendues de la part à la fois du public, en premier lieu de lui-même et de son équipe, surtout, pour Nicolas, pour lui-même, pour tout son entourage. Est-ce que ça fonctionne, ce qu'on est en train de faire ? Et il faut surtout pas oublier une chose qui est très importante dans ce game, c'est que tout le monde regarde. En premier lieu, les combattants. En premier lieu, tes adversaires potentiels. Tout le monde regarde. Ok, c'est quoi maintenant, Benoît ? Est-ce que c'est toujours le mec, on se dit que une fois qu'on laisse passer l'orage, normalement on le bat, ou est-ce qu'il va montrer certaines choses qui vont commencer à les faire un petit peu plus se dire, ah mince, là il est en train d'évoluer, il est en train de s'améliorer, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça que des fois c'est bien aussi de montrer un peu plus. C'est un jeu un petit peu particulier, le combat, tu vois, où tu dois en montrer, en même temps il faut garder certaines choses cachées. Donc écoute, l'essentiel ce sera un bon week-end s'il revient certain, et qui gagne, c'est tout. Voilà. Après j'ai aussi entendu Benoît dire hier au micro de Thomas Desson qu'il voulait régaler le public. Donc ça c'est aussi le Benoît qu'on connaît, on se doute qu'il veut régaler le public, mais est-ce que j'allais dire des démons, mais c'est pas des démons, parce que c'est ce genre d'attitude qui a fait que Benoît Saint-Denis est devenu le combattant qu'on a tant aimé. Mais vous voyez, il y a pas mal de données qui font que finalement on sait pas trop à quoi s'attendre, et je trouve que c'est ça qui rend le combat excitant aussi. C'est un peu excitant, mais ça fait un peu peur aussi. C'est pour ça que c'est excitant. Ouais. Ah oui, ça peut, l'adrénaline que ça procure. Ouais. Donc pourquoi pas Benoît, on sait pas. C'est pour ça qu'on dit on veut des réponses, et que Nicolas aussi on veut des réponses. Est-ce que, parce qu'un sparring c'est pas un combat, Nicolas le répète tout le temps, et un combattant peut faire tout ce qu'il veut en sparring, à l'entraînement, tu peux être le roi à la salle, la vérité du combat elle est tout autre. Donc se précipiter comme ça, je sais pas si c'est bon pour Benoît, mais après s'il le finit on va dire écoutez, j'avais tort et fallait juste lui rouler dessus et le mettre KO. Le résultat du combat parlera pour nous. Tu parles du résultat du combat, justement, il a aussi dit, j'en rajoute encore des éléments parce que il a aussi dit, le seul truc qu'on retient en MMA c'est le dernier résultat. C'est le dernier résultat qui compte. Donc tu vois, par rapport à ça aussi, je me dis que Benoît il va vouloir, quoi qu'il arrive, mettre du vert, ça on s'en doute bien, mais il va vouloir marquer les esprits. Il va vouloir marquer les esprits, il va vouloir faire le spectacle, il va vouloir se rassurer lui, rassurer son entourage, rassurer les fans et produire du spectacle pour la Bell Center à Montréal. Écoute, on l'a dit 1 milliard de fois autour de cette table, il faut pas se tromper sur l'objectif de ce week-end. L'objectif de ce week-end, c'est remettre du vert. Comme le disait, je cite tout le temps Bernard Hopkins, it's all about the W. C'est la victoire. Victoire win. T'as gagné au point, t'as gagné par KO, t'as gagné par soumission. Dans 15 ans, sur ton Wikipédia, il y aura écrit, il y aura du vert, il y aura écrit victoire. En l'occurrence, à court terme, lui, il a besoin plus d'une victoire. À mon sens, après, peut-être qu'il peut me dire, Baba, tu dis n'importe quoi. À mon sens, il a plus besoin d'une victoire après avoir perdu 2 fois que d'avoir une victoire spectaculaire. À choisir, tu prends la victoire, on travaille là-dessus. Le côté spectaculaire, il pourra revenir si tu t'es déjà rassuré sur une victoire. C'est comme tu l'as dit toi-même. Si au final, il gagne par décision, en faisant les 3 reprises, en ayant galéré, il se sera pas rassuré. Non. Tu vois, donc il va falloir gagner. Quand vous voyez l'attitude de BSD, moi, je suis comme toi, Baba, je l'ai senti assez confiant hier. Tu sais, j'ai pas senti un combattant en Fight Week un peu stressé avec l'enjeu, avec les tractations. Je pense qu'il est aussi bien entouré. Donc c'est ça aussi la qualité d'un bon entourage, c'est de pouvoir les laisser prendre des décisions, leur faire confiance, pouvoir se concentrer uniquement sur l'entraînement.
Qu'est-ce qu'il a appris concrètement des 2 défaites qu'il a connues, que ce soit en expérience, que ce soit en expérience de combattant, en expérience dans la cage, en dehors de la cage. Qu'est-ce qu'il a concrètement appris de ces 2 défaites d'après vous? Moi, si je me base sur ce que lui dit et a vécu, je vais pas me baser sur des spéculations. La première victoire, la première défaite contre Dustin, il était visiblement affecté physiquement, qu'on veuille croire, pas croire, que c'est de l'intox, etc. Il avait un staff. Ceux qui savent ce que c'est un staff, ils savent que ça affecte ses performances. C'était Dustin Poirier en face, donc ça se trouve Dustin aurait gagné d'une autre manière. Mais ce qu'il a appris, je pense, c'est que c'est mieux des fois de pas faire le combat. Pour moi, sur sa première défaite contre Poirier, il a peut-être appris ça, que si t'es malade et que si t'es pas dans les meilleures conditions, des fois ça fait chier, mais c'est mieux de se dire écoute, le combat on le fait pas et puis on passe à autre chose. Et sur le deuxième, il a dit lui-même que il a tout dit dans l'interview d'avoir un entourage, d'être coaché, voilà. Là c'est clair que lui il a tout dit là-dessus et que il l'a bien appris et on le voit de toute façon vu qu'il est bien entouré maintenant. Nicolas Haute, il dit souvent que on va terminer là-dessus sur un mot de chacun pour Benoît Saint-Denis avant de passer rapidement sur le reste de la carte. Il dit souvent dans notre vision du MMA. Il dit souvent dans notre manière de penser le MMA. Vers quelle manière de penser le MMA il a réussi, d'après vous, à amener Benoît Saint-Denis? C'est quoi sa vision du MMA à Nicolas Haute par rapport aux autres coachs qu'on a l'habitude de côtoyer dans le paysage du MMA français? Déjà, ce qu'il a pu apporter, c'est qu'il avait déjà... Avec Nassourdine, on avait des questions sur Nicolas Haute. Est-ce qu'il a les épaules? On a fait un film, Nassourdine et Dolidze, et c'était un des angles du film. Est-ce qu'avec une nouvelle équipe, ça va fonctionner? Est-ce qu'avec un nouveau coach, ça va fonctionner? Un coach qui n'avait pas énormément d'expérience à l'UFC, parce qu'en MMA, il avait énormément d'expérience. Avec Nassourdine, ça s'est très très bien passé. Donc avec BSD, on n'a pas cette interrogation sur est-ce qu'avec Nicolas Haute, ça va bien se passer, parce que lui, c'est, comment on peut appeler ça, c'est son compte, c'est Smart Fight, c'est vraiment, c'est limite un surdoué sur le combat. Peut-être, en tout cas, j'espère, mais après BSD pourra dire non mais il espère rien du tout, ces personnes, c'est un Benoît un peu plus mesuré, un peu plus calculateur, et on a vu ces derniers combats, même pendant ses victoires, Thiago Moïse, il y allait, il se faisait contrer, c'est pas grave, j'y retourne, je mets la tête droit devant, il faisait un peu bouclier, il faisait un peu bouclier avec sa tête, comme peut dire Antoine Simon très souvent. Il aime bien cette expression. Un peu, je dirais que j'aimerais voir un peu plus d'assises défensives, un peu plus de responsabilité défensive en striking, notamment parce qu'au sol, ça avait l'air d'aller hors contre Moïcano. Et c'est Nicolas Haute qui l'avait très bien dit dans une interview. Il dit Benoît, je ne vais pas le transformer, je vais juste apporter ce que je sais. Et cette responsabilité défensive, il l'a fait avec Delphine Benouesh, il l'a fait avec Nassourdine Imavov. J'ose espérer qu'il le fasse aussi avec Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, en fait, il est à l'aube de ses 30 ans, il a 29 ans maintenant. C'est peut-être qu'ils se sont rencontrés au bon moment, en fait. C'est Nicolas Haute et Benoît Saint-Denis pour la carrière de Benoît. Ouais, bien sûr. Une carrière, c'est court et c'est long à la fois. Et puis, il peut se passer beaucoup de choses. Tu vas changer d'équipe, tu vas changer de coach, tu vas changer ton approche. Et là, il est sur une approche différente. Il faut quand même... toujours donner ses fleurs à Daniel Warin. Il l'a formé, il l'a amené au plus haut niveau. Il lui a donné quasiment zéro. Voilà. Il lui a donné toutes ses armes pour pouvoir briller aujourd'hui. Ensuite, moi, tu sais, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce milieu-là. Donc oui, les équipes se séparent, les élèves et les coachs se séparent. C'est comme ça. Moi, j'accorde jamais vraiment trop d'importance à ça, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu repars de zéro. Et puis, Nicolas, je pense qu'il a une approche bien à lui dans le milieu du MMA. Il essaye il est très structuré dans son approche, à la fois dans les équipes autour des combattants. Je crois que c'est un coach qui essaye de laisser beaucoup son identité aux combattants, et ça je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est une excellente chose même. Nassour c'est Nassour, Benoît c'est Benoît. Chacun de ses élèves a son identité, même s'ils l'ont rejoint plus ou moins avant ou après. Donc ça c'est important, et ouais, moi la structure qu'il est en train d'amener en termes de préparation, ça fait date. Je pense que ça fait date. Je pense que les gens s'inspirent de comment ils s'organisent. Et en tout cas, on gagnerait à s'inspirer de ça. Et je dis pas que les autres font moins bien ou pas. Tout le monde a des bons résultats dans le MMA français. Chacun avec son approche. Mais c'est vrai que la structure, moi je suis fan, moi j'aime bien. La soirée UFC 315, elle commencera à 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Soyez bien au rendez-vous. Il y a d'autres combats qu'on va évoquer. Il nous reste un petit peu plus de 5 minutes pour terminer cette émission, les gars. Manon Fiorot, on va en parler. José Aldo, on va l'évoquer aussi. D'abord, le combat principal entre Belal Mohamed, le champion des moins de 77 kg, et son challenger Jack Della Maddalena. Juste sur le cadre général de ce combat, c'est pas de gros trash talker, ni l'un ni l'autre. C'est
pas forcément un combat qui est facile à vendre pour l'UFC. Non, parce que ouais, comme tu as dit, il y a des petites punchlines qui sont sorties de temps en temps, ça parle pas beaucoup. Maintenant, moi, à titre personnel, c'est tout ce que j'aime du MMA. C'est ça. C'est l'opposition style parfaite, c'est pour ça que je regarde du MMA, tout simplement. Un lutteur contre un striker, celui qui impose son style, il gagne. Lutteur contre striker, Belal le lutteur, le striker Jack Della Maddalena. Normalement, on ne devrait pas avoir de surprise. D'ailleurs, il y a un épisode de la carte qu'on avait tourné, malheureusement, mais c'était lié au combat de Benoît Saint-Denis, donc on ne va pas pouvoir le diffuser. Mais Antoine et Taylor nous ont exactement expliqué ça. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas avoir de grandes surprises. Ça va se passer comme ça doit se passer, c'est-à-dire un Jack qui va striker et Belal qui va lutter. Ouais, exactement, ça doit absolument se passer comme ça. Après, bien évidemment, chacun a son game plan, mais normalement, Belal Mohamed, ce qu'il a fait contre Leon Edwards ne devrait pas vraiment être différent de ce qu'il va faire à Jack Della Maddalena. Là, je dirais qu'il y a un combattant quand même des deux qui devrait un peu plus évoluer dans son jeu, c'est Jack Della Maddalena, parce que ça fait 14 mois qu'on ne l'a pas vu dans l'octogone. Son dernier combat, c'était contre Gilbert Burns, où il perd les 2 premiers rounds et il le finit dans le dernier round, et c'était le Gilbert Burns de 2024. C'était pas le Gilbert Burns qui fait tomber Kamaru Usman sur un jab ou même fait énormément de mal à Khamzat Chimaev, et là il va direct affronter un Belal Mohamed 2025 champion qui sort d'un 50-45 contre Leon Edwards. Lui, techniquement, il va devoir changer son jeu. Et en plus de ça, là où c'est l'enfer en fait pour Jack, c'est que il a jamais fait de combat en synchrone. Et là, il est allé que 4 fois au 3e round dans sa carrière entière, sur 19 combats, mais dont 3 fois sur les 3 derniers. Donc il a engrangé un petit peu d'expérience à ce niveau-là, mais faire son premier combat potentiellement en synchrone contre un maître du combat en synchrone qui est Belal, c'est sur le papier, c'est l'enfer pour Jack. Ah oui, il part de loin, clairement. Il n'est pas du tout favori dans ce combat-là. Maintenant, c'est quelqu'un de résilient. On l'a vu contre Gilbert Burns, il est capable de gagner alors qu'il perd et qu'il est quand même pas mal dominé. Et puis surtout, sur les 5 reprises, comment seront debout. Toujours. Donc il aura sa chance de pouvoir rester. Il aura debout. Une chance à chaque fois, et puis il a une chance aussi de pouvoir éteindre. Parce qu'il frappe, Jack Della Maddalena. Il frappe fort. Ses premiers combats à l'UFC, c'est 4 finishes au premier round. Et puis il a des bonnes armes maintenant. Il a rajouté les genoux, il a rajouté les coudes, il fait ça bien. Donc voilà. Moi j'ai évidemment Belal favori, mais il a sa petite carte à jouer. Antoine Simon était d'accord avec Belal vainqueur, et finalement Taylor avait joué un petit peu la grosse cote et il avait plutôt dit Jack Della Maddalena qui va réussir à surprendre Belal debout. Il disait aussi, je suis d'accord avec eux, je serais assez inquiet si on voit Jack Della Maddalena au sol sur le dos avec Belal sur lui, alors que ce soit en montée, que ce soit dans la garde, demi-garde, peu importe les positions en fait. Moi je serais assez inquiet de le voir dans cette position. Ah oui, c'est sûr, surtout si ça arrive très tôt dans le combat. Ça va le fatiguer tout de suite. Il va lui retirer des forces, rentrer dans sa tête. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être une longue nuit pour lui. Longue nuit pour. C'est quoi votre pronostic du coup, vous? J'ai donné celui d'Antoine, celui de Taylor. Vous dites quoi sur ce combat? Moi je dis Belal soumission 3e. Ok. Et toi? Belal la soumission. Soumission. En plus, il a annoncé dans un des countdown, pas countdown, les embedded sur YouTube de l'UFC. Il a annoncé que ça se terminera au 3e round, en sa faveur évidemment. Voilà. Donc ça peut correspondre avec ce que tu dis. Et toi? Alors j'ai du mal parce que c'est vrai que y a Jack Della Maddalena qui est un très bon boxeur, mais il y a quand même, donc c'est un gaucher, donc la garde sera ouverte, et le single leg est très facile à lancer sur Jack Della Maddalena. Donc je vois bien un Belal à la décision. Par contre, je l'ai du mal à le voir finir Jack Della Maddalena. Mais la soumission, Baba me semble un peu risquée. Mais il a fait 18 décisions en carrière, Belal Mohamed, donc on va voir pour une 19e victoire à la décision. Il fait partie des records du nombre de décisions à l'UFC, toutes catégories confondues, donc ça en dit bien long sur le personnel, mais il les remporte. C'est-à-dire la domination qu'il arrive à imposer lorsqu'il va jusqu'à la décision. Voilà, c'était pour le main event de cette UFC 315. Un mot avant de parler vite fait de Manon Fiorot, dont on a déjà parlé puisqu'un épisode du RMC Fighter Club est encore disponible sur toutes les plateformes. Un mot sur José Aldo. Il va affronter Zahabi. Avec Alex Herbinet ici, vous l'avez dit à de nombreuses reprises, c'est votre GOAT, à tous les deux, sans débat personnellement possible en tout cas. Est-ce que tu es content de le voir face à Zahabi? Est-ce que tu penses que l'UFC aurait dû lui proposer des noms
plus sympa, peut-être moins compétitif actuellement, mais plus ronflant pour une tournée d'adieu qu'il est en train d'entamer. Qu'est-ce que tu crois de ce combat ? Moi, c'est le dernier combattant pour lequel je suis un peu attaché émotionnellement. Donc, moi, si tu me demandes, je préfère qu'il reste chez lui. Comme ça, moi, je suis tranquille et j'ai pas à subir tout ça. Maintenant, je trouve que c'est un bon match-up. Zahabi, c'est un bon combattant, agressif, qui est capable aussi de poser des problèmes à Aldo. Mais Aldo est capable de le gérer, même encore à son âge. Donc, c'est un bon match-up. C'est bien. Voilà. Aldo, il est depuis 2019, maintenant en moins de 61, là où il avait brillé en 66, c'est là qu'il a fait évidemment, qu'il a construit sa légende. Bon, t'es content déjà qu'il soit encore dans cette caté, il est encore compétitif dans cette caté. Qu'est-ce que t'attends de José Aldo là sur ce combat ? Moi je fais un peu un parallèle avec la WWE qui a John Cena en ce moment qui est en train de faire sa tournée d'adieu. Aldo, comme tout le monde, j'aurais aimé le voir contre des noms un peu plus ronflants. Je te cache pas, parce que Garbrandt, Cerudo, il y a plein. Le combat contre Cruz qu'on n'a jamais eu. Contre Cruz que t'as jamais eu, mais après. Ça reste sportif. Prendre Zahabi à ce moment-là, c'est normal. Zahabi, il a 37 ans, il est quand même. Malgré d'avoir 37 ans, il est quand même sur une ascension. Qu'il est sur 5 victoires consécutives. Il a enlevé le 0 à Bacharat qui était en 14-0. Ça reste compétitif et Aldo qui a perdu son dernier combat très très serré, je suis vraiment d'accord, la décision pouvait aller des deux côtés. Je suis content de l'avoir sur cette carte. Dommage à Montréal, il y a quand même il y avait mieux à faire, des endroits un peu plus sympas pour José Aldo. Zahabi quand même un nom assez connu dans le MMA rapidement parce que son frère était l'un des très proches de Georges Saint-Pierre lorsqu'il était encore au top de sa carrière, donc ce sera le combat contre José Aldo et son adversaire Zahabi sur la carte principale aussi de cette UFC 315. Dernier mot sur Manon Fiorot, puisqu'elle a dit aussi hier au micro qu'elle était prête à offrir l'un des plus beaux combats féminins de l'histoire. Ça va être contre Valentina Shevchenko. On le répète encore une fois, troisième chance française après Gane contre Ngannou, Gane contre Jones, d'obtenir une ceinture à l'UFC. Elle peut faire un combat historique. Si en plus elle arrive à le faire avec la manière en livrant un combat de dingue, que demande le peuple, on serait ravis. Ah oui, clairement, si on peut avoir la manière, ça va être génial. De toute façon, l'opposition fait que ce sera un combat animé normalement. Les deux combattantes sont compétentes à peu près partout. Valentina a l'avantage de l'expérience évidemment, donc non, ça peut. Moi, je crois vraiment que ça va être un combat très disputé. Quoi qu'il arrive, voilà, je vois pas si l'une éteint l'autre très vite ou roule sur l'autre, je serais un peu surpris. Pour moi, c'est deux combattantes qui se valent et on espère tous évidemment que Manon gagne. L'UFC 315, soirée de malade mental avec un dispositif de fou dans la nuit de samedi à dimanche et dès samedi soir. D'ailleurs, ça commencera avec le KSW 106 à Lyon. Les amis, rendez-vous sur la chaîne Twitch RMC Sport dès 18h30 avec Sacha Alix et ses consultants. Début des combats dès 19h. 20h30, Flora Moussi accueillera les téléspectateurs sur RMC Sport 1 avec ces deux messieurs, donc ils seront aux commentaires. Il y a du Parnasse, Ziolkowski, il y a du Abou Leyoub, il y a du Mickaël Lebou contre Amin Ayoub. La soirée, vous êtes chaud, elle promet d'être belle. On espère que les Français vont briller aussi sur cette soirée. La soirée va être magnifique. France-Pologne. C'est tout ce qu'on voulait au KSW. La sauce, elle est bien montée, les vidéos, tout ce qu'ils ont fait. Donc n'hésitez pas à les regarder d'ailleurs. Il y a pas mal de contenu. Pour vous aussi, vous montez un petit peu la tête et rejoignez-nous parce que ça va être une belle soirée. Et la soirée continuera à 1h du matin après présentation de la soirée UFC avec Thomas Desson, Antoine Simon, Taylor Lapillus sur place à Montréal. Il y a des surprises qui sont déjà prévues. On en a parlé en début d'émission tout à l'heure avec Romain Pougeot. Normalement, il sera avec nous, Christian Billy, peut-être Franck Gastambide. Enfin, plein de surprises qui vous attendent. Une soirée historique avec le combat de Benoît Saint-Denis et l'occasion pour Manon Fiorot de devenir la première championne française à l'UFC. Soirée historique donc sur RMC Sport. Merci à Flavien Ziolkowski, à Arthur Robert, à Laurent Duplouy. Le RMC Fighter Club revient dès la semaine prochaine. Ce sera avec vous deux pour débriefer l'UFC et le KSW. Merci d'avoir été à mes côtés. Merci à toi. Et à très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao, ciao. Salut. RMC Fighters Club.